Nous voyons sur cette diapositive, dont le titre est Garçon de 1 mois, la photo d'un petit garçon que l'on peut être amené à trouver soit comme infirmière d'accueil d'orientation, mais également comme cas familial ou dans une pouponnière. Alors, il y a une tuméfaction inguinale qui est droite et pas gauche, comme indiqué sur la diapo. Et voilà, on demande quel est le degré d'urgence. Et qui va nous amener au chapitre des hernies inguinales. Concernant le degré d'urgence, celui-ci est dépendant de l'état de la hernie. Si elle est étranglée, ça nécessite une intervention en urgence, c'est-à-dire si on n'arrive pas à la réduire, il faut intervenir rapidement. Si elle est engouée, en général, on hospitalise pour mettre l'enfant au programme opératoire dans les jours qui suivent. Engouée, c'est-à-dire qu'on a du mal à la réduire. Et si elle se réduit très facilement, on va pouvoir passer par les consultations et opérer l'enfant dans les 8 à 10 jours qui suivent. Donc on retrouve cette image de la hernie inguinale droite avec une tuméfaction située au niveau de la bourse et du pli inguinal. Ces hernies sont fréquentes chez le garçon plus que chez la fille, plus souvent chez le prématuré, plus souvent à droite qu'à gauche, avec le risque d'avoir un étranglement de la hernie, c'est-à-dire que chaque fois que l'on sait qu'il y a une hernie inguinale, on va proposer l'intervention pour éviter d'arriver à cette complication d'étranglement. Car le risque après étranglement hernière est celui d'avoir une nécrose testiculaire, comme on le voit sur cette image, avec, outre le risque de nécrose intestinale, comme on peut l'imaginer, puisque l'intestin est coincé, nous avons aussi ce risque de nécrose testiculaire. Donc je reprends l'attitude, qui est celui d'une programmation de la cure de la hernie en réglé dans les 8-10 jours pour les hernies réductibles. Lorsque la hernie est difficile à réduire, les parents sont souvent inquiets et cela justifie une hospitalisation et une cure chirurgicale dans les jours qui suivent. Lorsque la hernie est étranglée, on prévient du risque pour le testicule et on opère en urgence. La question peut se poser s'il y a une hernie et que le testicule n'est pas en place. Dans ce cas, on favorise la cure de la hernie et on n'attend pas l'âge habituel d'abaisser le testicule. Le plus souvent, on arrive quand même à effectuer la cure des deux, c'est-à-dire la cure de la hernie et de l'ectopie testiculaire. Que faire du côté contralatéral lorsqu'on a une hernie inguinale? Les recommandations actuelles sont celles d'une expectative armée, c'est-à-dire que les parents sont prévenus qu'ils doivent revenir si une hernie apparaît de l'autre côté. Les pathologies inguinales sont assimilées à ces problèmes de hernie, avec les kystes du cordon, les hydrocèles, qui peuvent être communicantes ou non. Dans ces cas, il n'y a pas de risque pour le testicule. On voit ici cette photo de cœlioscopie avec les vaisseaux spermatiques qui irriguent le testicule, le déférent, et en haut de l'image, l'orifice inguinal qui correspond donc à la non-fermeture du canal péritonéo-vaginal. Et c'est à travers cet orifice que va passer l'intestin. Et s'il est coincé, on voit bien qu'il va appuyer sur les vaisseaux spermatiques et l'irrigation du testicule sera compromise. On voit qu'il y a d'autres hernies possibles, avec les hernies ombilicales, les hernies de la ligne blanche et les hernies de Spiegel. Les indications opératoires sont à discuter au cas par cas. Et par exemple, pour les hernies ombilicales les plus fréquentes,
il y a des indications opératoires qui sont posées vers l'âge de 3, 4, 5 ans en fonction de la symptomatologie. Et parfois, l'esthétique peut aussi rentrer en compte. Les hernies chez la fille concernent l'ovaire qui est extériorisé par le même orifice que chez le garçon, avec un risque de lésion ovarienne lorsque l'ovaire est extériorisé, qui peut être lié à une torsion ou parfois à des manœuvres et des tentatives de réduction. Donc la règle, c'est qu'il ne faut pas chercher à réduire un ovaire, une hernie chez une fille. On voit ici une image de hernie chez une fille avec l'ovaire polykystique et le tableau clinique sur la photo. Ici, on retrouve un orifice chez une fille avec le péritoine qui est ouvert vers la région inguinale. On retrouve une situation, donc vous êtes pouponnière et vous changez un nouveau-né, et vous observez qu'il y a un seul testicule dans la bourse. Donc les différents items, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, il est recommandé d'organiser une consultation avec le pédiatre, et cette consultation doit se faire dans les premiers mois de vie, et c'est à ce moment-là où sera pris en charge cette ectopie testiculaire. Concernant les ectopies testiculaires, ils concernent 3% des enfants à la naissance et 1% des enfants à 1 an, parce que les testicules continuent de descendre dans les 6 premiers mois de vie. Dans 80% des cas, l'ectopie est unilatérale. Les risques d'avoir un testicule qui n'est pas en place est un risque de fertilité, de dégénérescence, un problème esthétique, un problème en cas de torsion du testicule et des risques accrus de traumatisme du testicule. Concernant la dénomination, cryptorchidie veut dire testicule caché, et ectopie testiculaire veut dire testicule qui n'est pas à sa place. Donc on peut dire l'un ou l'autre des termes pour caractériser la même pathologie. Voilà la photo d'un testicule intra-abdominal. Le traitement a été tenté par des traitements hormonaux qui consistent à organiser une puberté précoce pour augmenter le volume testiculaire, et ce traitement n'est actuellement plus recommandé, en tout cas par les chirurgiens. Au niveau chirurgical, le principe, c'est de descendre le testicule à sa place dans la bourse en allongeant le trajet des vaisseaux spermatiques. L'âge de référence est autour de 10-12 mois, avec quelques complications. Malgré tout, les résultats sont souvent excellents. Vous êtes de nouveau infirmière d'accueil et d'orientation, et un garçon de 16 ans vient consulter aux urgences pour une douleur qu'il désigne comme étant abdominale basse et des vomissements. À quoi faut-il penser? Prise en charge. On va faire préciser où est la douleur et lui donner un antalgique. On va laisser à jeun, et à quel niveau on le situe. On peut prévoir un niveau 2, mais la question qui se pose dans ce cas, c'est surtout, est-ce que cette douleur abdominale n'est pas causée par une torsion du testicule? On voit ici
un garçon qui a eu une douleur abdominale, qu'il a décrit comme étant abdominale, 48 heures avant, avec des vomissements et une situation qui a été traitée comme une gastro-entérite. L'examen n'a pas été fait au niveau des testicules, donc on n'a pas pu palper et voir que la douleur se situait au niveau des testicules. Cela a comme effet de se retrouver avec un testicule en moins. Comme on le voit, il y avait une torsion et qui, au bout de 3 jours, bien entendu, ne permet plus de sauver le testicule, puisqu'on a quelques heures pour détendre le testicule et le récupérer. On dit classiquement 6 heures. Donc la torsion du testicule, c'est le testicule qui se tourne sur lui-même, et le fait d'avoir une torsion des vaisseaux va entraîner une ischémie et les complications qui suivent. Voilà lorsqu'on intervient après 6 heures, et voilà quand on intervient avant 6 heures. Donc là, dans ce cas, avant 6 heures, on va détordre et fixer le testicule, et la récupération sera totale. On peut avoir d'autres causes de douleur du testicule qui sont les torsions d'hydatide, qui est un reliquat embryonnaire. On peut avoir des infections du testicule. On peut avoir parfois des hydrocèles qui sont douloureuses. On peut aussi avoir, chose qui n'est pas citée, une varicocèle qui correspond à des varices au-dessus du testicule, le plus souvent à gauche. Et c'est la clinique possiblement aidée par l'échographie qui va nous guider au bon diagnostic. Voilà l'image d'une torsion d'hydatide, donc qui correspond à ce reliquat embryonnaire qui peut se tordre et entraîner des douleurs qui sont beaucoup moins violentes qu'une torsion des testicules. En tout cas, on retient comme règle d'opérer en cas de doute pour ne pas passer à côté d'une torsion de testicule. Mais la règle, c'est surtout que tous les garçons qui ont mal au ventre doivent avoir un examen de leurs testicules. Un petit mot sur les colostomies, donc qui correspond à la mise à pot d'un bout d'intestin qui peut être l'iléon ou le côlon. Ces colostomies peuvent être terminales ou latérales, donc ça c'est selon la technique opératoire, et le plus souvent quand même chez les enfants, elles sont provisoires avec des indications variées, soit en urgence pour une entérocolite, pour protéger l'intestin infecté sous-jacent, ou alors pour une dérivation en attente d'une cure d'une imperforation anale qui se fera vers l'âge de 3-4 mois pour les formes hautes, et de temps en temps aussi, lorsqu'on a une dilatation colique majeure, on effectuera cette stomie pour dériver les selles. On a un cas qui ne concerne pas du tout les colostomies, qui est un garçon de 8 ans qui présente des chutes fréquentes. On voit l'état de ses jambes et on peut se poser la question sur sa pathologie. Et dans ce cas, il s'agissait d'une leucémie avec des troubles à crase qui entraînaient donc ces hématomes qui, on le voit, ne sont pas classiques. Vous êtes cette fois dans le service, dans un service de chirurgie, vous vous occupez de l'admission d'un garçon et lorsque vous voulez prendre la température, vous voyez la petite particularité au niveau de la verge avec donc une verge qui a l'air petite, qui a l'air repliée vers le bas et avec un orifice qui ne semble pas être au bout. Donc ceci correspond à un hypospade et nous allons voir maintenant le chapitre sur les malformations urinaires. Parmi les malformations urinaires les plus fréquentes, on retrouve donc les hypospades
avec des formes plus ou moins graves, puisque l'hypospade est défini par la localisation du méa urétral, qui peut être situé juste en dessous de sa position normale, mais qui peut être aussi situé bien plus bas entre les bourses, au niveau de la bourse, avec évidemment des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Sur les formes qu'on appelle distales, donc proches de l'orifice normal, il s'agit plus d'un problème esthétique, alors que le problème, bien entendu, fonctionnel dans les formes postérieures plus graves. Cette hypospade résulte d'un problème embryologique avec une formation de l'urètre qui se détermine dès les premières semaines in utero. L'urètre correspond d'abord à une plaque qui va se tubuliser, et c'est un défaut de tubulisation de cette plaque qui va entraîner un hypospade. On retrouve 3 anomalies au niveau d'un hypospade, avec le méa qui n'est pas en place, qui donne donc le terme d'hypospade et le terme de la gravité de l'hypospade. On a en plus une hypoplasie des tissus de la face ventrale, avec la peau et les corps spongieux qui sont hypoplasiques et qui vont donner donc un aspect de courbure de la verge. On retrouve également des anomalies du prépuce, et donc un prépuce qui ne va pas être complet. Il s'agit d'un problème hormonal au départ, par déficit endocrinien, qui peut être soit génétique, soit lié à l'environnement. La fréquence est environ 1 garçon pour 300, avec apparemment une tendance à l'augmentation ces derniers temps, et 7 à 10% de forme familiale, avec certaines substances qui sont incriminées pendant la grossesse. En termes de malformations associées, on a un peu plus souvent que dans la population classique un problème de position des testicules, et beaucoup plus rarement des anomalies rénales et des syndromes qui sont assez rares. Donc on a dit que la gravité dépendait de la position du méa, et on voit sur cette image les différentes zones qui peuvent être le lieu d'arrivée du méa urétral. Le principe chirurgical est de retubuliser cette plaque urétrale, donc en incisant sur les verges et en suturant en plusieurs plans pour éviter les complications. Donc là on voit un schéma que je vous laisse observer. Les risques de complications sont d'environ 5 à 10%, donc ce n'est pas négligeable, et les problèmes peuvent être soit une fistule, donc un deuxième orifice qui apparaît, soit une sténose, un rétrécissement de l'orifice que l'on a créé. Voilà un autre cas. Vous êtes dans un service et dans le dossier vous voyez sa photo à la naissance. Voilà. Donc cette pathologie s'appelle une extrophie vésicale. La maman vous explique qu'il a encore des couches, et voilà, vous avez vos différentes possibilités de réponse, et vu la photo que vous avez vue dans le dossier, vous comprenez que la bonne réponse est la C. Un nouveau-né arrive en pouponnière, et vous voyez qu'au niveau de la verge, il y a une partie arrêtée. Et là, on va rentrer dans le cadre des épispades extrophie vésicale. Je vous rends attentif à l'orthographe de extrophie, où il y a un X et un S, puisque fréquemment, on a une erreur d'orthographe.
Donc les épispades sont des pathologies très rares, c'est environ un cas tous les 2-3 ans, donc c'est à peu près un enfant sur 30 000, donc on voit que c'est beaucoup plus rare que les hypospades. L'embryologie n'est pas liée aux problèmes hormonaux et le résultat est beaucoup plus aléatoire que pour les hypospades, avec souvent une verge qui finit ce qu'on appelle trapue, plus courte et plus large. Il y a en plus une incontinence qui concerne la moitié des garçons avec un épispade. Donc on revoit le départ et l'arrivée post-opératoire avec un résultat à 1 an où on voit que la verge est plus large et plus courte qu'une verge normale. Concernant l'extrophie vésicale, c'est une non-fermeture de la vessie et de la verge pour un garçon. Ça existe également chez les filles. La fréquence est également beaucoup plus rare que les hypospades. Et il y a également des anomalies osseuses associées avec une ouverture du bassin et un écartement du pubis. Voilà encore un autre cas avec le cordon ombilical qui est inséré juste au-dessus de la vessie. En urgence, on va effectuer une fermeture de la plaque vésicale, encore que l'urgence soit relative, puisqu'on peut faire ça des fois à 3 mois ou 6 mois, et que lors d'un séjour en Afrique, en mission humanitaire, j'ai pu entendre parler d'un garçon d'un homme de 52 ans qui avait toujours son extrophie vésicale qui n'a jamais été opéré. Donc on ne meurt pas de cette pathologie, il n'y a pas plus d'infection et les reins ne sont pas en danger. Les reins sont plutôt mis en danger lorsqu'on intervient. Mais bien sûr, pour des raisons fonctionnelles et esthétiques, l'intervention est recommandée, qui peut passer aussi par une ostéotomie pelvienne. Donc on rapproche le bassin en faisant une incision au niveau du sacrum. Et ensuite, plusieurs interventions pourront être nécessaires pour améliorer la continence chez ces enfants, qui est vraiment le point difficile à obtenir. Voilà un résultat post-opératoire immédiat. Et voilà un résultat à long terme chez un garçon à gauche, chez une fille à droite, en sachant qu'il y a souvent des difficultés sphinctériennes pendant toute la vie, l'enfance et l'adolescence, qu'on peut avoir dans certains cas une détérioration de la fonction rénale, justement en voulant obtenir une continence, on peut être amené à avoir un obstacle sur les voies urinaires qui vont conduire au rein qui s'abîme. Bien entendu, plus pour les garçons que pour les filles, il y aura des difficultés pour la vie sexuelle. Donc, en anténatal, se pose la question d'une interruption de grossesse ou pas. Et donc, l'attitude, c'est de tenir un discours clair aux parents, leur expliquer les difficultés qui vont venir, au vu de l'expérience qu'on a sur les cas qu'on a traités, pour les enfants qu'on suit. Et ensuite, c'est la discussion avec les parents qui va être le point décisionnel d'une interruption ou d'une poursuite de la grossesse. Au niveau de la verge, on peut avoir différentes autres particularités. Je dis particularités parce que ce n'est pas forcément des malformations, avec des coups durs et des rotations qui n'entraînent pas toujours de problèmes fonctionnels et qui sont des fois à respecter, car la puberté va permettre d'arranger le tout. Un des problèmes qui peut se poser, c'est chez les enfants en général vers l'âge de 10-12 ans, en prépuberté, un peu obèses, avec une verge qui est normale, mais le panicule adipeux qui entraîne une disparition de la verge, surtout s'il y a eu une circoncision avant, comme sur la photo. Et le problème est de savoir s'il faut intervenir pour des raisons psychologiques et esthétiques
ou alors attendre la puberté qui va en général tout arranger, sauf si l'obésité n'est pas prise en charge. Nous avons de temps en temps des indications à effectuer une circoncision chez un nourrisson, et cette indication sont les mictions sous-prépuciales. Donc on voit l'enfant lorsqu'il urine qui remplit son prépuce, et c'est par expression manuelle qu'on va obtenir les mictions. Alors il ne s'agit pas seulement d'un phimosis, il s'agit aussi d'une anomalie ou d'une malformation du prépuce qui va nécessiter une circoncision qui sera la seule manière d'arranger les choses. On voit ici que cet enfant qui avait ses mictions sous-prépuciales est décalotable, donc on n'est pas dans un problème juste de phimosis serrée, mais il y a une hypertrophie de la muqueuse qui va entraîner une poche dans laquelle va s'accumuler les urines. Concernant les micropénis, il y a une définition qui est celle de la taille standard, qui doit être supérieure à 2,5 cm pour un nouveau-né à terme. La mesure doit être faite de manière particulière en prenant bien soin de mesurer de pubis jusqu'à la pointe du gland et pas juste mesurer ce qui dépasse la peau. Dans ces cas, on fait un bilan hormonal, on le confie aux endocrinologues, pédiatres, et bien entendu, il n'y a pas de traitement chirurgical efficace pour agrandir les verges. Un traitement hormonal dans les 6 premiers mois de vie peut éventuellement entraîner une augmentation de taille de la verge, mais sans modification de la taille définitive. Donc, à mon avis, il vaut mieux attendre la puberté qui fera spontanément le travail. On voit ici les effets de la puberté, du traitement hormonal sur un enfant qui avait soi-disant un micropénis, avec un résultat qui a dépassé les espérances de tout le monde et qui, à mon avis, est plus préjudiciable et s'approche de la iatrogénie qu'autre chose. On peut avoir des aspects un petit peu particuliers avec ce qu'on appelle par exemple la transposition pénoscrotale, qui est souvent associée à un hypospade. On se retrouve de nouveau dans une situation avec votre voisine qui vous appelle parce qu'elle a décaloté son fils, et vous arrivez et vous voyez que son fils que vous connaissez bien est comme ça. On voit donc le gland à l'air avec le prépuce décaloté, œdémacié. Et dans ce cas, il faut rapidement remettre les choses en place, c'est-à-dire recaloter, chose que vous pouvez faire par exemple en mettant de l'eau froide ou des glaçons sur le gland, et ceci permettra de retirer sur le prépuce pour le remettre en place. On peut aussi presser le gland entre le pouce et l'index pour diminuer l'œdème et permettre le recalotage. Voilà donc ce qu'on appelle un paraphimosis, la photo de droite, et l'aspect d'une balanite, photo de gauche. Donc concernant ces pathologies, vous voyez ici un paraphimosis qui n'a pas été traité d'emblée. Au bout de 15 jours, la situation impose une circoncision. Un petit mot sur les phimosis, qui ne constituent pas une malformation mais qui sont physiologiques, avec une règle, c'est interdiction de forcer le décalotage, au point même que l'on préconise de ne plus décaloter les petits garçons, et que tout se fera tout seul quand ils seront plus grands. Donc il n'y a quasiment aucun phimosis qui résiste à la puberté. Donc la recommandation actuelle, c'est pas de décalotage, on ne touche pas, quel que soit l'âge.
concernant un des traitements du phimosis, il y a le traitement chirurgical avec la circoncision, qui est, il faut l'avouer, plutôt une indication culturelle et religieuse qu'une indication médicale, dont le remboursement peut être discuté. La réalisation dans certaines conditions n'est pas acceptable car elle s'apparente à des sévices plutôt qu'à un geste médical, avec des complications qui ne sont pas nulles. Donc l'attitude, est-ce qu'il faut faire les circoncisions ou pas, si vraiment la famille insiste et on voit qu'il n'y a pas de discussion possible, il faut au moins pouvoir proposer de le faire dans de bonnes conditions pour éviter des souffrances et des risques de complications. Il faut quand même savoir que, essentiellement en Afrique, le taux de décès sur circoncision est de 1 pour 500, ce qui constitue à grande échelle quand même un problème important. Concernant l'urologie, on aura des pathologies qui vont se situer à différents niveaux de l'arbre urinaire, et on va commencer au bas de cet appareil urinaire par l'urètre chez le garçon, et cette pathologie qu'on appelle les valves de l'urètre postérieur. L'examen qui les met en évidence est la cystographie rétrograde, où l'on voit la vessie, l'urètre, avec un arrêt sur l'urètre qui n'est jamais complet à 100%, sinon il y aurait un décès in utero. Donc la prise en charge de ces enfants va se faire dès la naissance, puisque le diagnostic, le plus souvent, est posé en anténatal. Le traitement se fait par voie endoscopique et le suivi comprendra la prise en charge d'éventuelles infections urinaires et surtout la prise en charge d'une vessie qu'on appelle de lutte, puisque la vessie a lutté pendant toute la vie intra-utérine contre un obstacle. Cette vessie s'est épaissie et a présenté des lésions, souvent même souvent irréversibles, mais qui vont quand même permettre une vie correcte. Voilà l'aspect encore d'une cystographie avec l'obstacle, la vessie très abîmée et le reflux vésico-rénal associé. Ce reflux peut exister dans le cas de vessie de valve de l'urètre postérieure, mais également sans cette pathologie, avec ce qu'on appelle un reflux primitif. Donc le système anti-reflux est constitué par le passage de l'urtère dans la paroi vésicale, qui par un trajet en biais constitue une espèce de clapet qui va éviter donc la remontée des urines. La première circonstance de découverte est l'apparition d'une pyélonéphrite aiguë qui va conduire à effectuer la cystographie et à montrer le reflux. Les autres circonstances de découverte sont plus anecdotiques. Le traitement, donc le diagnostic se fait par la cystographie rétrograde. On peut avoir des signes échographiques, la dilatation et la taille des reins qui se fait suspecter un reflux, mais c'est la radio seulement qui permettra le diagnostic. On va le traiter parce qu'à force de faire des infections, les reins vont s'abîmer et on va aboutir à une néphropathie de reflux qui peut être aussi source d'insuffisance rénale et d'hypertension artérielle. Voilà quelques exemples de reflux avec des grades plus ou moins élevés. Ces reflux peuvent survenir sur une voie qu'on appelle simple ou double. Comme on le voit ici, un rein double n'est pas constitué de deux reins complètement séparés, mais c'est l'urtère qui définit la présence d'un rein double ou pas.
Et on peut avoir une bifinité ou une duplicité, en sachant qu'il y a plus souvent de reflux lorsqu'il y a une duplicité. Le traitement, il peut être médical, endoscopique ou chirurgical. Le principe du traitement médical est d'attendre que la croissance fasse son œuvre en essayant d'éviter les infections par une antibioprophylaxie. Le problème est bien sûr l'utilisation d'antibiotiques au long cours avec des risques de survenue de germes résistants. Pour cela, on lui préfère souvent le traitement endoscopique qui est peu invasif puisqu'il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'incision et on va injecter un produit au niveau du clapet pour renforcer ce clapet. Donc il se fait par voie endoscopique. Le résultat sont d'environ 85% de guérison après une seule injection, mais cette injection peut être répétée. Voilà un schéma qui illustre l'injection d'un produit sous le clapet pour le renforcer. Voilà une vidéo que vous ne verrez pas. Le principe du traitement chirurgical est la réimplantation de l'urtère en allongeant le trajet sous-muqueux, c'est-à-dire qu'on va reconstituer chirurgicalement le clapet. Les avantages sont que les résultats sont quasiment de 100%. Les inconvénients, c'est qu'il faut une intervention avec une ouverture de la vessie et des durées d'hospitalisation d'environ 4-5 jours avec des complications qui peuvent être graves. Voilà un schéma qui illustre le traitement chirurgical, comment on reconstitue un clapet qui peut se faire soit de manière unilatérale par le lait de bêta-polyéthanol, soit par un Cohen pour le faire des deux côtés. Les indications sont variées au cas par cas en fonction de l'âge du patient, du grade du reflux, du nombre d'urtères, de la fonction rénale qui est un des critères essentiels, qui est évalué par une scintigraphie rénale au DMSA. Et les autres critères sont aussi la présence d'une pathologie fonctionnelle qui est à prendre en compte et à traiter. Donc on voit l'intérêt de la scintigraphie car les reins peuvent être dysplasiques et de ce fait mal formés. Lorsqu'un enfant a des problèmes fonctionnels, il faut insister sur le traitement par des mesures hygiéno-diététiques et éventuellement de la kiné. Il y a aussi, dans ces cas, souvent des problèmes d'infection urinaire à répétition qui ne sont pas toujours résolus par la chirurgie, puisque ces infections basses sont liées au fonctionnement de la vessie et n'ont pas de problèmes chirurgicaux. On peut avoir des vessies neurologiques qui peuvent être liées soit à un traumatisme médulaire en étant acquis, soit congénitaux par un myeloméningocèle. Parfois aussi on a des vessies neurologiques non neurogènes pour lesquelles on ne trouve pas de cause. Le problème est lié à la synergie qu'il faut avoir pour un fonctionnement vésical normal, synergie qui signifie que le muscle qui constitue la paroi de la vessie, c'est-à-dire le détrusor, doit fonctionner en accord avec le sphincter. Donc normalement, il faut à l'état de base que le sphincter soit contracté pour éviter les fuites et que le muscle détrusor soit relâché pour que la vessie puisse se remplir. Au moment d'émiction, c'est le contraire qui doit se faire avec le sphincter qui doit se relâcher et le muscle détrusorien qui doit se contracter. C'est cette synergie entre les deux muscles qui est remise en question lorsqu'il y a une atteinte neurologique. Donc on peut avoir des vessies neurologiques à la naissance par immaturité de ce fonctionnement neurologique et ceci peut nécessiter une dérivation par un cystocate
souvent provisoires. On voit ici un exemple avec une vessie qui est assez grande, au contenu qui n'est pas complètement clair, puisqu'il y a des urines qui stagnent, avec des reins dilatés. On voit sur la cystographie effectivement une grande vessie, et on voit au niveau de l'urètre l'absence d'obstacles, et on conclut donc à une vessie neurologique. On va effectuer une IRM pour montrer qu'il n'y a pas de lésion de la moelle qui explique cet état, et on conclura à une vessie neurologique non neurogène, c'est-à-dire sans explication médulaire. On met en place un cystocate qui va permettre des clampages de tests et de voir, à partir du moment où les mictions reprennent, quand est-ce qu'on pourra se passer du cystocate. Voilà l'exemple donc de ce garçon avec la survenue d'une pyélonéphrite à l'âge de 10 mois, pour lequel on a fait un traitement endoscopique du reflux et avec une évolution qui est actuellement tout à fait favorable. On a ici un garçon de 12 ans qui a une myéloméningocèle, qui présente des fuites urinaires, qui a eu un suivi qui a été arrêté à l'âge de 9 ans et qui présente des dilatations rénales à l'échographie. On voit ici une image de sa vessie qui présente de nombreuses trabéculations hypertrophiques et qui correspondent au muscle détrusorien qui a lutté contre le sphincter qui était contracté en permanence et qui a abouti à cette hypertrophie du détrusor. On peut dans ce cas proposer un cathétérisme intermittent, c'est-à-dire par des sondages pluriquotidiens, entraîner une vidange de la vessie. Ceci n'est pas toujours bien accepté par les enfants, raison pour laquelle dans le service on a institué des sondages par un bouton de Mickey qui correspond en fait à une gastrostomie. On voit ici les différentes étapes de la mise en place et pour aboutir à un bouton de gastrostomie au niveau de la vessie qui va permettre des vidanges sans manœuvre invasive, puisqu'il suffira de brancher le raccord sur le bouton pour obtenir la vidange vésicale. Une alternative encore à ces sondages par l'urètre ou au bouton de gastrostomie est la mise en place d'un procédé de Mitrofanoff qui consiste à mettre l'appendice entre la vessie et la peau, et on obtient ainsi un cathétérisme non urétral. Donc ici au niveau de l'ombilique, il y a un petit orifice par lequel on peut passer la sonde qui va se retrouver jusque dans la vessie, et donc on n'aura pas de préjudice esthétique, et pour les enfants notamment paralysés qui sont en fauteuil roulant, c'est plus accessible que le sondage urétral. Comme autre pathologie urologique, si on remonte d'un cran, on a vu l'urètre, on a vu la vessie, et ici ça concerne le bas urétère et avec les urétérocèles, qui correspond à une dilatation kystique du bas urétère. Ceci peut être sur une voie simple ou sur une voie double, et cette urétérocèle peut être dans la vessie orthotopique ou à l'extérieur de la vessie ectopique. Le traitement va dépendre de nombreuses incidences, de nombreux caractères, avec notamment l'anatomie qui peut être extrêmement variable vu la possibilité d'avoir des urétères doubles et d'avoir l'urétérocèle dans la vessie ou à l'extérieur. Les traitements effectués sont très variables également et s'adaptent à la situation. On peut avoir une abstention thérapeutique, tout comme on peut avoir une exérèse complète d'un rein. Toutes les alternatives sont possibles.
Voilà quelques images encore d'urétérocèle particulière. On voit à gauche la vessie ouverte et l'urétérocèle, et à droite une urétérocèle prolabée par l'urètre, chose rare et un peu impressionnante. Voilà l'exemple d'un enfant avec un diagnostic anténatal d'urétérocèle, une naissance à terme, un enfant asymptomatique et un bilan à 3 mois qui retrouve un urtère très dilaté, un rein très dilaté et une fonction altérée de ce rein qui va poser une indication opératoire, et on va percer en endoscopie ce kyste qui va permettre de relâcher le passage des urines, la vidange vésicale, et on va se retrouver avec un urtère qui sera moins dilaté, comme on le voit sur cette diapo, et une urétérocèle dans la vessie qui est effondrée. Voilà, là il y avait 2 diapos avec des films. Voilà. Une autre possibilité d'anomalie au niveau de l'urtère, c'est le méga-urtère, avec, on le voit de manière très démonstrative, un obstacle créé par un rétrécissement de l'urtère distal, alors que l'urtère proximal est dilaté. C'est un peu un effet de barrage. Cette situation est souvent diagnostiquée en anténatal, et le plus souvent elle se résout spontanément, et c'est que dans 10% des cas où on peut être amené à intervenir, soit en faisant un traitement par voie endoscopique avec une dilatation, soit une réimplantation chirurgicale. Ici, on avait une diapositive où on pouvait voir un film avec une résection sous rétropéritonéoscopie. Si l'on remonte sur l'arbre urinaire, on arrive au niveau de la jonction piélo-urétérale avec les hydronéphroses. On voit sur ce schéma ce qui caractérise l'hydronéphrose, avec un syndrome de la jonction piélo-urétérale et un rétrécissement à la sortie du bassinet. Je précise que bassinet et piélon signifient la même chose. Chez les adultes, on peut avoir une hydronéphrose par une tumeur de l'urtère ou une tumeur abdominale qui appuie sur l'urtère, une tuberculose et d'autres raisons. Mais chez l'enfant, l'hydronéphrose est quasiment toujours associée à un syndrome de la jonction piélo-urétérale. Voilà encore l'aspect anatomopathologique avec des cavités dilatées et un parenchyme aminci. Ceci entraîne une dilatation anténatale qui va mener au diagnostic le plus souvent. Mais on peut également avoir une douleur lombaire chez un enfant plus grand, une pyélonéphrite, des hématuries, des épisodes d'hématurie, une masse abdominale. Ça, c'était le cas souvent dans les années 70, avant l'ère de l'échographie anténatale. De manière plus rare, une hypertension artérielle ou, en cas de problème bilatéral, une insuffisance rénale qui est quand même exceptionnelle. Le traitement consiste à la résection de la partie rétrécie et à la suture de l'urtère sur le bassinet. On voit ici la voie d'abord qui peut être postérieure, donc chez un bébé, chez nous dans le service, ou en cœlioscopie pour les plus grands. Les complications sont énumérées et relativement rares, de l'ordre de 5%. Voilà un film que vous ne verrez pas non plus. Et voilà quelques exemples de consultations pour finir, avec un reflux chez un enfant qui a fait une pyélonéphrite et qui, après avoir eu 2 cystographies de contrôle, se retrouve guéri. Alors, quasiment le même enfant a eu la nécessité d'une intervention car les infections se répétaient, et la différence entre les deux, c'est la fonction de ce rein refluent, puisque le rein de celui qui a guéri marchait normalement, alors que celui-ci était très altéré.
Voilà un exemple de constatation après cure d'un hypospade. Et puis voilà un cas très particulier, très rare, puisqu'on décrit 50 cas dans le monde, et que cette photo nous a été amenée par une interne roumaine dans les années 2000, début 2000. Et donc c'est un cas vraiment exceptionnel que nous n'avons jamais eu à traiter à Strasbourg. Voilà, si vous avez des questions, je vous propose de passer par les formatrices et peut-être qu'on peut organiser quand le temps, les conditions le permettront, une petite séance d'une heure de questions si vous le souhaitez, ou voilà, on verra comment on peut faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.